Monsieur Maxence Eckart va nous entraîner maintenant du côté de ce mot devenu culte dans notre monde actuel, la démocratie. Votre livre est bien là-bas? Oui, absolument. Il est bien. Donc vous pourrez à l'entracte l'acquérir. Et nous l'écoutons donc sur la question « Exporter la démocratie, pourquoi ?» Très important. Comment, accessoirement. À vous la parole. Merci professeur Ness, merci à Dominique Tassot de m'avoir invité à vous adresser la parole dans votre centre d'études et de prospective qui est habitué à des débats portant plutôt sur les sciences dites dures, les sciences expérimentales. Et donc, je me sens très impressionné d'intervenir dans ce cercle pour une discipline qui est plus, on va dire, éthérée qu'est la philosophie. Et pourtant, la philosophie a quelque chose à nous dire, sur cette question d'aujourd'hui qui est la question de l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident ? Alors, Dominique Tassot m'a demandé de traiter plus particulièrement, au travers de ce débat, la question de la démocratie. Faut-il l'exporter? Comment le faire? À quelle logique une telle exportation répond-elle? Nous allons essayer d'éclaircir un peu tout ça. Alors, que disent les philosophes de l'Occident? Eh bien, c'est un thème qui a été pas mal étudié, en fait. Et il y a un philosophe qui est bien connu dans nos milieux, qui s'appelle Philippe Nemo, donc certains d'entre vous doivent connaître, hein, je crois qu'il a fait beaucoup d'émissions de radio, ce genre de choses. Il a publié un livre, Qu'est-ce que l'Occident ? Et alors, dans ce livre, il donne des réponses que je vous résume très brièvement. Bien, il dit d'abord, l'Occident, c'est une culture, c'est une civilisation, et elle s'organise, dit-il, autour de 5 événements clés qu'il appelle des miracles. Et alors, le premier, c'est l'invention de la cité et des sciences par les Grecs. Civilisation grecque, effectivement. Ça a dû jouer un rôle dans l'Occident. Le second, c'est l'invention, dit-il, du droit romain. Droit romain qui a structuré la propriété privée et puis le droit médiéval, l'ancien droit, et jusqu'à nos jours, le code civil. Et puis, dit-il, le troisième événement clé, c'est l'Évangile. L'émergence d'une morale de l'amour, de la compassion, qui était absente de nos ancêtres grecs ou romains. Le quatrième événement clé pour lui, c'est ce qu'il appelle la révolution papale. Alors la révolution papale, c'est la synthèse des 3 événements précédents. Et dit-il, cette révolution papale, eh bien, elle introduit dans l'Occident, ce qui va devenir l'Occident, une rationalité propre et elle fait fleurir, je dirais, cet Occident. Et enfin, le 5e événement clé pour Philippe Nemo, c'est le libéralisme. Le libéralisme qui peut être intellectuel, la liberté d'expression, la tolérance, ou bien politique, la démocratie, c'est notre sujet de cet après-midi, ou économique, c'est-à-dire l'économie de marché. Alors il y a sans doute beaucoup à prendre dans les travaux de Philippe Nemo, et nous allons certainement le rejoindre dans plusieurs de ses conclusions dans notre enquête de cet après-midi. Mais pour respecter la méthode scientifique que vous pratiquez,
Je vous propose aujourd'hui de partir d'un certain nombre de faits afin d'expliquer ce que nous pouvons observer. Et tout d'abord, partons du mot Occident. Comme vous le savez, Occident vient du latin occidens. Et occidens, c'est le participe présent du verbe occidere, qui signifie tomber. L'Occident, c'est donc le tombant, c'est-à-dire le lieu où le soleil se couche. Et il s'oppose à l'Orient. L'Orient vient du verbe orire, qui signifie sortir. Et donc l'Orient, c'est bien sûr où se lève le soleil. Alors depuis que nous savons que la Terre est ronde, eh bien ces notions sont devenues relatives, en ce qu'elles dépendent de l'endroit où l'on se trouve, c'est-à-dire du point de vue. Chacun est l'Occident de l'un de ses voisins et l'Orient d'un autre. Pourtant, durant des millénaires, avant la découverte de l'Amérique, cette partie du monde où nous sommes a été nommée la Finistéré, le Finistère, c'est-à-dire le bout du monde, et donc l'Occident. Il faut bien reconnaître que cette région, qui correspond grosso modo à l'Europe, a eu un destin singulier. Elle a vu naître et prospérer une civilisation puissante, qui aujourd'hui encore impose au reste du monde sa manière d'être et de penser. Comme le relève Philippe Nemo, on peut considérer, c'est un avis, une opinion, que cette civilisation commence en Grèce, se poursuit à Rome, et que le christianisme lui fait atteindre un sommet de moralité et de rationalité, d'où le monde moderne prendra son essor. Les Lumières, nées en Occident, viendront éclairer le monde de l'évangile démocratique. De fait, aujourd'hui, le monde semble se ranger à la cause démocratique, aux droits de l'homme, qu'on assimile au progrès technologique et à la prospérité. Mais avant de répondre à la question qui m'a été posée, exporter la démocratie, pourquoi, comment, faisons une pause. La supériorité de l'Occident est longtemps apparue comme une vérité incontestable. Après avoir découvert le monde entre les XVIe et XVIIIe siècles, après l'avoir militairement conquis au XIXe, l'Occident lui aurait apporté à peu près tout. La science, le droit, les techniques et même la morale. Je veux parler des droits de l'homme. Le monde lui serait redevable du formidable élan de la modernité et donc de l'incroyable prospérité dans laquelle nous vivons. L'informatique, la conquête spatiale, les vaccins, la téléphonie, tout cela a été inventé en Occident. Soulignons que cette vérité incontestable est de plus en plus contestée. Les anciens sauvages, entre guillemets, se rebiffent et estiment que leur identité a été injustement écartée par la civilisation occidentale. Ils réclament la reconnaissance de leur culture et plus prosaïquement des dommages et intérêts, c'est-à-dire de l'argent en compensation. Les dirigeants occidentaux leur font droit. Ils créent des musées des arts premiers et ils n'en finissent pas de s'excuser de la colonisation. Mais surtout, en Occident même, une réflexion critique s'ouvre sur la valeur même de la modernité. Cette interrogation, qui fut longtemps l'apanage des penseurs conservateurs, opposés à la Révolution française, est désormais générale. En effet, les Lumières nous avaient promis le bonheur, et cette promesse n'a pas été tenue. Les hommes, la technique, abîment le monde, détruisent la planète. Le continent de déchets plastiques
qui flotte au milieu du Pacifique, en est le symbole. Venons-en maintenant à la question posée. Exporter la démocratie, pourquoi, comment? Que signifie exporter la démocratie? Qu'exporte-t-on? Eh bien, on exporte le régime dit républicain, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Nous allons voir ce qu'elle signifie, cette souveraineté populaire. Le régime constitutionnel, le fait d'avoir une constitution. Et les droits de l'homme. Alors vous allez me dire, mais exporter la démocratie, mais c'est déjà fait en fait. Et de fait, aujourd'hui je crois qu'il y a à peu près 170 nations dans le monde, et j'avais fait le point il y a quelques années, il restait 6 nations qui n'étaient pas démocratiques. Et dans l'intervalle, plusieurs le sont devenus. Je pense au Bhoutan, par exemple, qui est l'une des dernières, en 2008, c'est une monarchie traditionnelle, vous savez, dans l'Himalaya, il y a à peu près 600 000 habitants, donc avec une dynastie. Eh bien, le roi avait un premier ministre, et il s'est doté d'une constitution. Il a gardé son premier ministre, depuis son fils est monté sur le trône. Eh bien, la monarchie traditionnelle du Bhoutan est devenue une démocratie. C'est quand même remarquable. Et ne croyons pas que ce ne soit que des effets de manche, c'est quelque chose de très profond, nous allons voir pourquoi. Donc, cela a déjà été fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de nation qui ne soit pas démocratique. Le travail est-il achevé? Nous allons voir pourtant qu'il ne peut pas l'être. Alors, comment cela s'est-il fait? Eh bien, force est de constater que cette exportation de la démocratie a toujours, presque toujours, été violente. C'est un fait historique. La Révolution française a été exportée par l'épopée napoléonienne, et l'épopée napoléonienne, bien que maquillée en empire, a consisté à faire chuter les régimes traditionnels dans toute l'Europe et à diffuser l'idéologie des Lumières. Les grandes guerres mondiales du XXe siècle ont de même été des moyens puissants de répandre l'idéologie démocratique, c'était même leur raison d'être. Pour ma part, je suis convaincu que la Première Guerre mondiale avait pour objectif premier de faire tomber ce qui restait de l'Empire austro-hongrois, qui restait une monarchie européenne traditionnelle, et la Seconde Guerre mondiale, évidemment, avait un objectif démocratique tout à fait affiché. Aujourd'hui encore, les droits de l'homme progressent au son du canon. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Et toutes les guerres récentes qui ont eu lieu, je pense à l'Irak, je pense à la Libye, je pense même au soutien qu'ont pu apporter les États-Unis et l'Europe au mouvement islamiste, visaient à faire tomber des régimes qui étaient jugés insuffisamment démocratiques. Et aujourd'hui encore, de façon non guerrière, mais néanmoins très violente, les tensions internationales auxquelles nous assistons, les systèmes de sanctions, vous voyez, que les États-Unis cherchent à imposer à la Chine, à la Russie, en fait, ont un motif en filigrane idéologique. Pourquoi ne fait-on pas aujourd'hui confiance à Poutine ou à la Chine, qui, je vous le rappelle, sont des pays qui se proclament démocratiques, donc avec des constitutions, avec des parlements, avec tout un régime démocratique qui ressemble au nôtre? Eh bien parce qu'on considère que leur niveau de démocratie est insuffisant. Et il y a des instituts qui donnent des notes,
qui note les États sur leur niveau démocratique. Donc vous voyez que les tensions internationales, qui sont réelles hein, quand même, puisque aujourd'hui au Moyen-Orient il y a des affrontements, eh bien, proviennent de cela. Alors pourquoi ce progrès, pourquoi cette exportation au son du canon par la violence? Eh bien, il faut voir que c'était prévu par les théoriciens même de la démocratie. Voyez. Rousseau nous explique dans son projet de paix perpétuelle de l'abbé de Saint-Pierre hein, qu'il commente, il commente le plan de l'abbé de Saint-Pierre qui voulait un monde en paix universelle avec une société des nations. C'est la préfiguration de l'ONU, si vous voulez. Et donc, l'abbé de Saint-Pierre, c'est un livre qui avait fait beaucoup de bruit au XVIIIe siècle, avait écrit un livre en disant il faut qu'il y ait une sorte de règle entre les nations pour qu'il n'y ait plus de guerre et que nous ayons la paix perpétuelle. Bien, que nous dit Rousseau? Rousseau nous dit « Admirons un si beau plan, mais consolons-nous de ne pas le voir exécuté, car cela ne peut se faire que par des moyens violents et redoutables à l'humanité. On ne voit point de ligue fédérative s'établir autrement que par des révolutions. Et sur ce principe, qui de nous oserait dire si cette ligue européenne est à désirer ou à craindre? Elle ferait peut-être plus de mal tout d'un coup qu'elle n'en préviendrait pour des siècles. » Donc vous voyez, Rousseau, donc sous l'Ancien Régime, considérait qu'il n'était pas possible de mettre un ordre international sans une révolution générale. Hegel, le grand Hegel, qui a donc, qu'on considère, on l'appelle l'Aristote des temps modernes, hein, c'est lui qui pense l'évolution de nos sociétés par l'évolution de l'esprit, eh bien, dans son livre Phénoménologie de l'esprit, fait l'apologie de la terreur. Il écrit sous la terreur de la Révolution française et il en fait l'apologie. Et il dit, je le cite, c'est quand même remarquable, et puis les gens n'osent pas utiliser ces citations-là. Il y a un jour, j'ai discuté avec un hegelien convaincu, je lui ai dit ça, il me l'a nié, il m'a dit mais non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai parce que c'est écrit, c'est noir sur blanc, vous voyez. Hegel nous dit, dans cette œuvre universelle de la liberté absolue, il ne lui reste que l'opération négative. Elle est seulement la furie de la destruction. L'unique œuvre et opération de la liberté universelle est donc la mort la plus froide et la plus plate, sans plus de signification que de trancher une tête de chou ou d'engloutir une gorgée d'eau. Hegel écrit ça au moment où des milliers de Français passaient à la guillotine ou étaient noyés à Nantes. Voyez, il disait c'est le progrès de la liberté, c'est le progrès de l'esprit. Donc les penseurs même de la démocratie considèrent qu'elle doit avancer par la violence, elle ne peut pas avancer autrement. Ah, me direz-vous, mais ils disent aussi qu'une fois que la révolution a eu lieu, ça fait mal, ça fait couler du sang, mais on se trouve dans la paix perpétuelle. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez ce sympathique journal du Figaro, mais tous les 15 jours, vous avez une tribune de Luc Ferry pour nous dire que tout va bien, que le monde est heureux, que c'est beaucoup mieux aujourd'hui qu'autrefois. Et Luc Ferry, qui est un grand kantien, vous voyez, c'est la définition de Luc Ferry, quand vous lui demandez de se définir. Lorsqu'il il y avait eu, il y a quelques années, sous Balladur, une réforme constitutionnelle, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc, il y avait eu une commission des sages à laquelle appartenait Luc Ferry. Et on leur avait demandé, dans Le Monde, de se définir. Et Luc Ferry avait dit « Moi, je suis kantien ». Alors, il a fait plein d'autres choses dans sa vie, hein. Il a fait Normal Sup, il a fait plein de choses, mais il disait « Je suis kantien ». Donc, vous voyez, vous avez Kant, c'est vraiment le cœur du réacteur démocratique. Hein. C'est vraiment le penseur le plus fin de l'idéologie démocratique dans laquelle nous sommes. Voyez, Luc Ferry nous dit « Nous sommes au paradis, le paradis est arrivé après une révolution violente. Ben oui, ça a fait mal, mais maintenant vous êtes guéris. »
Bon, on en est très heureux. Alors, aujourd'hui, où le monde est en paix, presque, sauf en Syrie ou en Libye, mais chez nous, c'est vrai qu'il y a un petit moment qu'il n'y a pas eu de guerre, eh bien, comment progresse la démocratie? Comment continue-t-elle de s'exporter? Eh bien, c'est désormais une exportation que je qualifierais d'idéologique, de culturelle. C'est-à-dire que jour après jour, on nous explique que eh bien, comment appelle-t-on ça, les valeurs de la République sont plus importantes. Donc ceux d'entre vous qui sont dans l'éducation nationale savent combien les obligations des professeurs, des maîtres, sont chaque jour plus lourdes dans leur enseignement, combien ça les marque. Voyez. Et je pense que les plus anciens d'entre nous témoigneront que la liberté de parole est aujourd'hui beaucoup moins grande qu'elle n'était il y a 50 ans. Il y a beaucoup de livres que l'on pouvait publier il y a 50 ans qu'aujourd'hui on ne pourrait plus publier. Vous voyez, vous avez les lois Guesso, vous avez des tas de lois. Et tout cela au nom de l'idéologie démocratique. Donc cette idéologie, elle est partout. Et évidemment, cette idéologie, elle progresse avec la mondialisation. Donc l'exportation de la démocratie, aujourd'hui, elle passe par une exportation culturelle, par une colonisation culturelle. Comment cela se fait-il? Eh bien d'abord par les moyens modernes, par Internet, par évidemment la production culturelle qui se mondialise, c'est-à-dire que les blockbusters, comme on dit, hein, les grands films, véhiculent des valeurs, des modes de vie, et oui, des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs, c'est-à-dire des motifs d'adhésion qui, au plan mondial, hein, ce sont des lieux communs que je vous donne ici, mais il est important de se les remettre en mémoire pour mesurer l'ampleur du phénomène. Et donc des spécialistes de la mondialisation, comme Pierre de Sénarclins, expliquent que la mondialisation a besoin de cette exportation culturelle. Elle fonctionne pour cela. Voyez. Et donc, je ne suis pas particulièrement favorable à M. Trump, mais beaucoup de gens s'élèvent contre M. Trump parce qu'ils considèrent en réalité qu'il met en danger cette expansion culturelle. Vous voyez. Les critiques que peuvent porter un Viktor Orban contre Soros portent sur cet aspect culturel, pas uniquement. Hein. Également sur, parce que M. Soros fait un peu plus que de l'action culturelle, hein, comme vous le savez, il finance des bateaux en Méditerranée. Mais néanmoins, cet aspect culturel est tout à fait majeur. Voyez. Alors, une fois qu'on a dit cela, la question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi est-ce si important d'exporter cette démocratie? La démocratie, elle est, j'allais dire, politiquement, le monde est démocratique aujourd'hui. Je vous l'ai dit, quasiment aucun pays n'a pas de constitution. Par contre, l'exportation culturelle n'est pas achevée. Et je vais un peu assez souvent en Russie en ce moment, et je vois que nos amis russes ont du mal à comprendre cela. Parce que pour eux, ils considèrent qu'ayant une constitution, ayant des élections, eh bien, ils sont démocrates, ils ne comprennent pas l'hostilité de l'Occident. Ils disent, mais pourquoi est-ce que vous vous opposez à tout ce que nous faisons ? Pourquoi est-ce que vous nous frappez de sanctions qui nous empêchent de nous développer? Alors que le monde est en paix, nous ne cherchons pas la guerre, nous cherchons à respecter le droit international. Voyez, les critiques que fait Poutine contre les États-Unis dans la situation syrienne, par exemple, c'est très intéressant. Ce sont toujours des arguments de droit. Vous voyez, ils disent le régime syrien et le régime légitime. Les frappes qui ont été faites à diverses occasions par les États-Unis ou même la France n'étaient pas couvertes
par des décisions de l'ONU. Donc vous êtes en contradiction avec le système que vous dites défendre. Et donc nos amis russes sont perdus, en fait. Eh bien, je pense qu'ils n'ont pas compris que la démocratie, c'est autre chose qu'une question de règles juridiques. C'est autre chose qu'une question de société des nations. La démocratie, et l'esprit des Lumières, ça va beaucoup plus loin. C'est une question de métaphysique. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Ça n'est pas une question politique. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, voyez, le fil conducteur de la philosophie des Lumières, quel est-il? Quel est-il? Ce fil conducteur, on dit que la philosophie des Lumières naît à la Renaissance. Bon, on peut discuter de la date. Mais il est incontestable que ce mouvement naît d'abord sur des questions cosmologiques, vous voyez, sur l'infini du monde, sur ce genre de choses. Ce sont les premiers débats du XVIe siècle. Et puis, vous avez les sciences expérimentales, les sciences dures, qui progressent au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et puis, vous avez cette grande révolution des idées qui a lieu en matière religieuse d'abord, le protestantisme, et puis en matière philosophique ensuite, au XVIIIe siècle, avec toutes les lumières que nous connaissons. Ce que j'ai montré dans mon livre, c'est qu'il y a un fil rouge, et ce fil rouge, c'est une vision du monde. Cette vision du monde, qui naît donc au XVIe siècle, c'est celle d'Épicure. Ah, vous allez me dire, qui est-il celui-là? Eh bien, Épicure, c'est un philosophe grec qui a une philosophie en réalité assez rustique. On a perdu presque toutes ses œuvres, hein, vous le savez, à Épicure. Il est connu par un de ses disciples qui s'appelle Lucrèce et qui a écrit un livre très connu qui s'appelle « De la nature des choses », De Rerum Natura. Et ce manuscrit a été redécouvert dans un monastère d'Alsace en 1417, à Mourbach. Et à partir de ce moment-là, donc c'est un manuscrit en poésie, c'est du très beau latin, hein. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que les moines l'avaient conservé et qu'il avait été copié. Et que raconte ce poème? Eh bien, ce poème raconte que le monde est un tout indépendant qui s'explique sans Dieu. C'est ça la philosophie d'Épicure. Eh bien, en fait, si on fait l'histoire des Lumières, toutes les Lumières sont épicuriennes. Montaigne cite 150 fois Épicure dans les Essais. Toute la philosophie du XVIIe siècle hésite entre Épicure et les dévots, c'est-à-dire les chrétiens, les catholiques. Tous ceux qu'on a appelés les libertins sont des lecteurs et des partisans d'Épicure, mais qui étaient lus sous le manteau, évidemment, hein, puisqu'il était considéré comme un auteur sulfureux, puisque la conclusion d'Épicure, c'est l'inverse d'Aristote. Hein. Épicure vient après Aristote, et Épicure a été élevé dans l'aristotélisme. Donc Aristote, vous savez, c'est le grand philosophe qui explique que le monde ne peut pas s'expliquer sans Dieu, que Dieu est précisément ce qui explique le monde, que Dieu est cette espèce d'intelligence supérieure, autonome, subsistante, qui a créé le monde et lui a donné ses règles. Épicure nous dit non, non, tout ça, ce sont des histoires de mauvais philosophes. Le monde est ce qu'il est, il s'explique par lui-même et il évolue. C'est ce que nous dit Épicure. Et alors au XVIIIe siècle, tous les philosophes lisent Épicure, et à tel point que vous avez le cardinal de Polignac, hein, Melchior de Polignac, qui va écrire au XVIIIe siècle, je crois que c'est en 1737, un anti-Lucrèce, un livre contre Lucrèce, parce qu'il se rendait compte que toutes les élites se nourrissaient de Lucrèce et d'Épicure.
et devenait épicurien. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui tout le monde est épicurien. C'est d'ailleurs très chic hein, d'être épicurien. Ça fait bien dans les salons si vous voulez dire moi je suis un peu épicurien. Alors ça veut dire souvent j'aime bien le bon vin et le saucisson d'Auvergne. Bon, ça c'est tout à fait autorisé. Mais le fond de l'épicurisme n'est pas celui-là. Le fond de l'épicurisme, c'est effectivement de concevoir le monde sans Dieu. Et voyez, Kant était épicurien. Il le dit, Kant. Et c'est très peu connu. Le premier grand traité de Kant, ça s'appelle le traité du ciel, et c'est un traité de cosmogonie. C'est-à-dire, c'est un traité du monde, de comment le monde est né. Voyez. Et donc Kant croyait que le monde était infini, ça c'est dans Épicure, et que toutes les planètes étaient habitées. Et Kant pensait que toutes les planètes du système solaire étaient habitées. Et que plus les planètes étaient proches du Soleil, plus les habitants étaient frustes, et plus elles étaient éloignées, plus ils étaient évolués. Donc il nous dit, il écrit, que les habitants de Vénus sont comme des singes, et les habitants de Saturne sont tous intelligents comme Newton. Ça, c'est le grand Kant. Et le grand Kant qui est le père de la doctrine de l'état de droit, vous voyez, donc le père de la démocratie. Hein. C'est quand même des choses qu'il faut rappeler. Vous voyez. Alors, évidemment que ce qu'il y a en filigrane de cette démocratie que l'on exporte, que l'on défend, que l'on enseigne dans les écoles, eh bien évidemment c'est cette question de la vision du monde. Car évidemment si Dieu existe ou s'il n'existe pas, ça fait une très grande différence. Et quelle est la différence? Eh bien, la différence c'est évidemment la question de savoir s'il y a un ordre dans le monde et s'il y a un ordre qu'il faudrait respecter. S'il y a un Dieu extérieur au monde et qui lui a donné des règles, s'il a créé le monde, ce monde est quelque part parfait. Qui dit création dit perfection. On n'imagine pas que Dieu ait raté sa copie. Si le monde, s'il n'y a pas de Dieu, si le monde est un tout qui se trouve être là, à ce moment-là, eh bien, il suit ses règles. Mais ces règles ne sont pas définitives. Ces règles peuvent évoluer. C'est évidemment Darwin. Et Darwin a donné une sorte de caution scientifique, morale, mais également scientifique, à cette vision du monde. Darwin donne une caution scientifique non seulement à la biologie, mais je dirais à l'idéologie des Lumières, c'est-à-dire à Kant et à Épicure. Darwin nous dit, moi, l'évolution, je l'ai vue dans mes microscopes, je l'ai vue dans mes collections de coquillages, et donc ça prouve bien que Épicure et Kant avaient raison. Ça prouve donc bien que la démocratie est vraie. C'est désormais une vérité des sciences dures. Ça n'est plus une question de philosophie. Si ça n'est plus une question de philosophie, à ce moment-là, ça n'est pas facultatif. Il ne viendrait à personne l'idée de contester des théorèmes mathématiques ou des vérités physiques. Ce sont des choses, le CNRS, c'est quelque chose de sérieux, si vous voulez. Ça ne donne pas lieu à des... Il y a des débats scientifiques, évidemment, sur les conclusions, mais enfin, les grands principes, le théorème de Pythagore, personne ne met ça en cause, si vous voulez. Alors que la philosophie, c'est jugé comme quelque chose de sujet à caution. Donc vous voyez bien que cette question de la démocratie n'est plus une question politique. C'est vraiment une question de conception du monde. Et donc, par conséquent, elle ne souffre pas, je dirais d'exception. Alors, l'état de droit que l'on veut répandre, la démocratie, je vous ai dit que cela correspondait à la souveraineté populaire. Tout s'éclaire à ce moment-là.
Le sens véritable de la souveraineté populaire, on a tous appris ça à l'école. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté populaire? Eh bien, la souveraineté populaire, c'est que le peuple se donne une loi, nous dit-on. C'est le sens même des constitutions. Il y a un sens plus profond à cela. Le sens le plus profond, c'est que le peuple ne reçoit pas de loi. Il se donne une loi parce qu'il n'en reçoit pas. La souveraineté populaire, c'est le fait qu'il n'y ait pas une loi naturelle qui s'impose au peuple. Donc vous voyez le lien avec l'épicurisme. C'est le fait que le peuple peut parfaitement dire aujourd'hui que le mariage homosexuel est légal, que demain on pourra épouser un animal de compagnie si on le veut, juridiquement, c'est-à-dire que ce sera protégé par la loi, parce que par définition, la loi est faite par les hommes, par le peuple, et qu'elle ne doit donc pas être reçue d'un Dieu. Donc cette souveraineté populaire, cette démocratie, cette idéologie ne souffre pas de compromis. Et donc elle évolue, et pour progresser, elle doit être culturelle. Alors pourquoi doit-elle être culturelle? Ça, c'est important de le comprendre. Parce que les identités nationales, qui sont des réalités naturelles, vous savez qu'Aristote explique que les nations sont des communautés naturelles. Que veut-il dire par là? Eh bien, Aristote explique qu'un certain nombre de communautés ont existé dès que les hommes sont apparus et ne peuvent pas être modifiées. Par exemple, c'est le cas des familles. Les familles, l'homme est fait pour vivre dans une famille. L'homme sans famille est quelque part un être humain incomplet. Eh bien, ainsi en est-il de la cité. Chacun d'entre nous, nous n'avons pas les forces de vivre seul dans un désert. Nous n'y arriverions pas. Voyez. Nous avons besoin, de par la division du travail, de par la séparation des tâches, de vivre dans des cités. C'est ce qu'on appelle la communauté naturelle. Ces communautés naturelles, elles sont liées, bien évidemment, à une ethnie, puisque Aristote nous explique que les communautés familiales se regroupent en villages et que les villages se regroupent en nations. Et donc, les nations sont des réalités naturelles. Vous savez que la Révolution française a nié cela, puisque lorsque Rousseau nous explique que la cité est un contrat social, il explique qu'elle est essentiellement volontaire. Cela va avec la souveraineté populaire. Puisque la souveraineté populaire, c'est le fait de se donner une loi, eh bien le contrat social, le fait de se constituer en société, c'est un acte volontaire, ça n'est pas un acte reçu. Voyez. Et donc aujourd'hui, mais on sait bien que ça ne correspond pas à la réalité des choses, parce que la réalité historique des choses, ce sont des nations qui sont ethniques. Il est évident qu'autrefois, moi quand j'étais un enfant, je me souviens, on parvenait à distinguer les gens de la provenance de la région en France des gens physiquement. On disait, celui-là, il a une tête du Nord. Cette jeune femme, elle a une tête de Marseillaise, parce qu'elle était plus brune, elle était différente, vous voyez. Il y avait même l'accent, il y avait le patois, c'était des réalités physiques, en fait. On était capable de reconnaître un Alsacien qui différait d'un Breton. Bon. Aujourd'hui, de par le brassage des populations, il est très difficile de trouver l'origine géographique des individus. Donc vous voyez bien qu'on a gommé quelque part des réalités physiques, biologiques qui existaient et qui étaient héritées du passé. Vous avez un grand historien des populations, le professeur Dupaquier, qui a écrit une histoire de la nation française, et je crois qu'il était membre de l'Académie française, et il explique que la population française
est resté inchangé depuis le néolithique jusqu'aux années 60. C'est quand même énorme. Et c'est l'un des plus grands historiens des populations qu'il y ait eu en France. Il dit, mais c'est l'invasion même des Bretons, c'est presque rien. Vous savez que les Bretons sont des immigrés, hein. Ils sont arrivés d'Angleterre vers le 7e siècle. Les Normands ont laissé quelques traces ethniques dans le pays de Caux, mais c'est rien du tout. Les Arabes, rien du tout non plus. Et vous voyez, ils disent, tout ça c'est la même population qui est là depuis des milliers et des milliers d'années. Et c'est uniquement à partir des années 60, lorsque commence l'immigration massive, qui est en fait le reflet de la dénatalité, la dénatalité qui avait commencé bien avant, dès le 19e siècle, la dénatalité a commencé en France. Mais à partir des années 60, pour j'allais dire, nourrir les chaînes de production de Peugeot et de Renault, on fait venir beaucoup de populations immigrées, qui sont d'ailleurs très très maltraitées, et on commence à brasser les populations. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de si généralisé que George Soros finance des bateaux pour récupérer de pauvres migrants africains au large de la Libye pour les déposer en Italie. Vous voyez, donc, vous voyez que toutes ces nations, elles sont quelque part volontairement mélangées. Elles sont mélangées. Et pourquoi fait-on cela? Quel rapport, me direz-vous, avec en quoi est-ce démocratique de faire cela? En quoi est-ce démocratique? Alors il faut aller, pour bien comprendre, un niveau plus profond. Je vous ai dit que la démocratie, c'était la philosophie d'Épicure, c'est-à-dire la philosophie d'un monde sans Dieu, qui vivait sa vie, je dirais, qui évoluait au gré des variations du monde. En réalité, lorsqu'on a cette conception du monde, et c'est la conception de Hegel, on considère qu'il n'y a pas de distinction entre l'esprit et la matière, car la matière est une production de l'esprit. Et c'est la grande leçon de Darwin qui sera reprise par les marxistes, c'est de dire que l'esprit est quelque part né de l'évolution de la matière. Les hommes, qui sont des mammifères supérieurs, sont devenus quelque part intelligents. Donc, on vous explique que l'ADN, c'est une espèce de formule magique de l'humain, et l'esprit de l'homme, c'est quelque part dans les circonvolutions de l'ADN. Et donc Hegel a des pages tout à fait fortes à ce sujet où il explique que l'esprit et la matière, c'est la même chose, qu'il ne faut pas les distinguer. Et ce qui les fait évoluer, c'est le progrès, c'est le mouvement. Et le mouvement passe par les chocs, par la contradiction, par le désordre, quelque part. Ce qu'ils appellent la liberté. Le sens profond de la liberté démocratique, c'est le fait de ne pas avoir de contraintes. Avec une vision, j'utilise un concept scientifique de mouvement brownien, d'un mouvement complètement désordonné et général. C'est ça la liberté démocratique. Et on nous explique, par exemple, que les vagues migratoires dans nos vieilles nations vont bousculer ces vieilles nations et vont donc produire des chocs, et que ces chocs vont faire avancer non seulement la matière, par le métissage, mais l'esprit également. Et donc, c'est un acte de foi démocratique que de favoriser le métissage. Il faut que tout se mélange, tout s'entrechoque, pour que le progrès, et là je vous renvoie à Teilhard de Chardin, qui est dans cette ligne de pensée, qui fait une mauvaise distinction entre la matière et l'esprit, même s'il prétend reconnaître l'esprit, parce que Hegel ne nie pas l'existence de l'esprit. Il n'est pas matérialiste, il dit simplement que c'est la même chose. Et là, je n'ai pas le temps cet après-midi, mais Hegel dit beaucoup de bien, par exemple, de Giordano Bruno.
Giordano Bruno, c'est le XVIe siècle, et Giordano Bruno, lui, en fait, expliquait que Dieu, c'était quelque part l'âme du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est l'âme du monde? Alors, ça peut être pris dans un sens très, très orthodoxe, en disant, bah oui, c'est Dieu qui fait vivre le monde, puisque c'est le premier moteur, c'est ce que dirait Aristote. Mais c'est pas ce que voulait dire Giordano Bruno. Giordano Bruno voulait dire simplement que le monde a un mouvement, et que ce mouvement, on l'appelle Dieu. Voyez ? Et quelque part, la religion de l'homme dans laquelle nous sommes aujourd'hui, puisque la démocratie, c'est la religion de l'homme, eh bien, c'est de dire que l'homme est le moteur de ce mouvement du monde. Et donc, George Soros, en faisant passer des populations africaines en Occident, eh bien, en fait, il crée un mouvement de progrès de l'Occident. Et c'est ce qu'il pense. Donc, voilà l'enjeu de cette démocratie et de l'exportation de cette démocratie. Alors, me direz-vous, nous sommes bien loin de l'Occident. Et nous sommes bien loin de la question de la modernité. Alors, est-ce que l'Occident est à l'origine, je dirais, d'un message pour l'humanité, pour le monde, qui serait positif, comme le pense Philippe Nemo, comme le pensent, j'allais dire, les militants de ce mouvement en Occident, qui disent bah, il faut défendre la civilisation occidentale et nos vieilles valeurs. Alors quelque part, c'est bien vrai que le droit romain a eu un apport universel. Nous parlions à déjeuner du Japon après la conférence de M. Gollnisch et du droit japonais. Il est évident que le droit japonais a eu des influences considérables qui viennent à l'origine du droit romain. Bon. Il est évident encore que la philosophie est née en Grèce et s'est répandue dans le monde. Moi, j'ai un peu vécu en Asie, et quand je suis parti justement au Japon, où j'ai passé un bon moment, je me suis dit, ça va être formidable, je vais découvrir la philosophie asiatique. Je m'en pourléchais les babines. Et puis j'ai trouvé rien. Ça n'existe pas. Vous voyez ? Il n'y a pas. Alors, il y a le bouddhisme. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent bouddhistes. Vous voyez, Luc Ferry, vous allez croire que je lui en veux, mais pas du tout, il est très sympathique. Mais Luc Ferry, il écrit un livre sur le bouddhisme, après un livre sur Saint Paul, mais bon. Et vous voyez, le bouddhisme, c'est une sorte d'épicurisme à la sauce asiatique en réalité. C'est dire que le monde est un tout. La philosophie d'Aristote, de tout ça, c'est né en Grèce, oui, il n'y en a pas eu ailleurs, et il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays du monde. Donc c'est exact, si vous voulez. C'est vrai que les sciences expérimentales, les techniques, sont nées dans cette partie du monde qu'est l'Europe aujourd'hui. Je crois que c'est incontestable. Et c'est vrai que le monde a bénéficié de toutes ces découvertes. Je crois qu'on ne peut pas le nier. Maintenant, est-ce que c'est cela la modernité ? Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut être moderne. L'Occident porte quelque part la modernité au reste du monde. Mais qu'est-ce que la modernité ? Alors on nous dit, bah oui, la modernité, c'est d'avoir un téléphone, c'est d'avoir des ordinateurs, c'est d'avoir des fusées et tout cela. Vous êtes un mouvement scientifique, vous connaissez Pierre Duhem, qui était un grand physicien et qui a écrit une histoire monumentale des sciences. Pierre Duhem disait que les sciences dures sont nées au Moyen-Âge. En tout cas, l'apport du Moyen-Âge dans la naissance des sciences dures a été majeur. C'est un hasard, mais il y a sur ce bureau la figure d'Albertus Magnus, Saint Albert le Grand. Vous savez que Saint Albert le Grand était le plus grand scientifique de son temps. C'est lui qui est le premier à isoler l'arsenic. C'était un chimiste. Il était également géologue.
il a écrit un traité des minéraux qui a fait autorité pendant des siècles. Et beaucoup de découvertes techniques ont été faites par des moines, on le sait, ne serait-ce que, vous voyez, moi je vais souvent à Loches, qui est une jolie petite région, et bien à Loches, c'est le pays de Saint-Ours, qui est un moine du 5e siècle. Et bien Saint-Ours a inventé le moulin à eau. Et le moulin à eau, ça a compté beaucoup, vous savez, pendant des siècles. C'était une puissance qu'on ne connaissait pas avant. Voyez. Et vous avez, enfin, vous connaissez tout ça aussi bien que moi, mais Mendel pour la biologie, enfin. Donc on ne peut pas dire que la modernité soit l'apanage de la démocratie. Et c'est pourtant une confusion qui est faite surtout par les gens qui ne connaissent pas l'Occident, qui donc ne savent pas cela. Et ils pensent que la philosophie des Lumières, la démocratie, ça signifie le progrès technologique, ce qui est évidemment une erreur. Alors qu'est-ce que la modernité ? Qu'est-ce que la modernité ? Bien là encore, faisons un petit peu d'étymologie. Modernité, ça vient de modernus en latin, c'est du latin tardif. Et modernus, c'est un adjectif qui vient d'un adverbe modo. Et modo, ça veut dire tout de suite. Facoc, modo, fais ça tout de suite. Donc, la modernité, c'est l'instant. Celui qui est moderne, c'est celui qui vit dans l'instant. Et donc, ça, oui, c'est quelque chose de démocratique. Pourquoi est-ce démocratique ? Et précisément parce que si la démocratie, comme je vous l'ai dit, c'est un épicurisme, si la démocratie ne croit pas à un ordre stable des choses, si le monde évolue en permanence, si nous passons comme l'herbe des champs, c'est-à-dire, vous savez, ça c'est le discours du livre de la sagesse, le discours de l'Impie dans le livre de la sagesse, je vous suggère de vous y rendre, c'est très, très intéressant. On croirait lire de l'Épicure. On dit, l'homme ne vit qu'un instant, hier il n'était pas, personne n'est remonté des enfers, donc il faut profiter. Il faut profiter des choses. Il faut prendre du bon vin. Il faut faire des orgies. C'est dans le livre de la sagesse. Voyez. Et Épicure dit exactement la même chose dans sa lettre à Ménécée. Il dit il faut profiter de l'instant présent. Mais ça, c'est bien le langage du monde moderne. Si en sortant, vous allez acheter un magazine, c'est ça qu'on va vous proposer. Vous allez voir des publicités pour le bon vin, pour le whisky, vous allez voir des jolies femmes, vous allez voir... Vous voyez, on vous propose une succession de plaisirs. Donc, vous allez consommer le monde. Et ça, c'est le monde moderne. C'est le monde est un fruit qu'il faut manger. Et demain sera autre chose. Donc, c'est pas grave s'il y a un océan de plastique au milieu du Pacifique, parce qu'au moment, on aura bien vécu, on aura bien profité. Nos petits-enfants, de toute manière, il n'y en aura plus. Aujourd'hui, les jeunes générations refusent d'avoir des enfants. On en parlait encore à table. Moi, j'ai une collaboratrice qui est toute gentille. Elle m'a dit « Je ne veux pas d'enfants ». Et c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que des jeunes disent « Je ne veux pas d'enfants, je ne veux pas continuer l'espèce humaine ». Et non, je suis là pour profiter, pour consommer, pour aller me balader, pour partir en vacances, pour avoir les vins les plus précieux. Voyez. Et ça, c'est une mentalité spécifiquement moderne. C'est la mentalité du plaisir de l'instant. Alors, si l'Occident, c'est la modernité, là, oui, ça, c'est un message de l'Occident. Et je crois que c'est un message fort, puisqu'aujourd'hui, eh bien, M. Gollnisch parlait du Japon ce matin, mais je crois qu'au Japon, ils ont ce problème-là, de nouvelles générations qui ne veulent plus procréer, ne plus avoir d'enfants, et qui même ne veulent plus travailler. Elles veulent juste profiter. Et c'est logique, voyez. Alors, je ne veux pas être trop long et laisser le temps à quelques questions. Dans le beau programme qui vous a été proposé pour aujourd'hui, il y a une citation
très opportune du livre d'Isaïe. Et ils craindront ceux qui sont d'Occident le nom de Yahvé, et ceux qui sont du Levant sa gloire. Alors, comme j'aime bien le latin, j'ai décidé de vous lire le texte général d'Isaïe en latin. Et timebunt qui ab occidente nomen domini, et qui abortu solis gloriam eius, cum venerit quasi fluvius violentus quem spiritus domini cogit, et venerit Sion redemptor, et eis qui redeunt ab iniquitate in Jacob, dicit Dominus. Et ils craindront ceux qui viennent d'Occident le nom du Seigneur, et ceux qui viennent de la sortie du soleil, donc de l'Orient, sa gloire, lorsqu'il viendra comme un fleuve violent, celui que l'Esprit du Seigneur pousse. Et il viendra le Rédempteur de Sion, et il leur rendra l'iniquité dans Jacob. Alors c'est évidemment un verset sur la venue du Christ, et qui nous dit que l'Occident suivra le Christ, craindra le nom du Seigneur, alors que l'Orient le rejettera, craindra sa gloire, donc ne voudra pas promouvoir sa gloire. Alors je dirais que ça, ben oui, c'est l'Occident de saint Albert le Grand. Je ne suis pas sûr que ce soit l'Occident de Rousseau et de Kant. Et pour finir, je suis, pour d'autres recherches que je fais actuellement, dans la lecture de certains pères de l'Église. Et je lisais dans un commentaire de Daniel de saint Jérôme, un commentaire sur, je ne sais pas si vous avez cette séquence à l'esprit dans le livre de Daniel, c'est le chapitre, je crois, 8, et c'est le combat du bélier et du bouc. Et alors il y a un bélier qui a 2 cornes, dont l'une continue à pousser, et il combat des ennemis de tous côtés. Et puis alors il va avoir un combat avec le bouc, et il va être vaincu par le bouc. Et alors, je ne reprendrai pas toute l'image de Daniel, mais ce qui est intéressant, c'est que le bélier combat de tous côtés. Et il combat le nord, il combat le midi, et il combat l'Occident. Et il ne combat pas l'Orient. Et alors les pères de l'Église, saint Jérôme, la glose ordinaire, et plusieurs autres, et plus récemment Don Moléon, disent qu'en fait l'Occident, en l'espèce, symbolise le péché. Parce que l'Occident, c'est l'endroit où s'éteint la lumière, alors que l'Orient, c'est l'endroit d'où vient la lumière. Et donc le bélier, qui symbolise en fait le clergé, qui symbolise les bons, ne combat pas la lumière, l'Orient, mais combat le péché. Alors, pour conclure, je dirais que l'Occident d'aujourd'hui, qui certes répand sa technologie dans le monde entier, qui répand également sa démocratie, sa modernité, son épicurisme, sa destruction culturelle. Et je pense que la traduction de l'Occident d'aujourd'hui est plus proche de l'interprétation de saint Jérôme que de celle d'Isaïe. Je vous remercie. Quelle magistrale démonstration vous nous avez faite là, sur laquelle nous devrons beaucoup réfléchir pour la mûrir en nous. Vous avez, je crois, surtout réussi à unifier
ensemble des choses que parfois parcellairement nous connaissons, hein, telle et telle chose, et vous nous avez montré d'une lumière totale tout ce que cela signifie. Oui, c'est très important. On a le sentiment, en lisant la presse, en suivant les événements de l'actualité, qu'il y a du mensonge partout. Et vous nous donnez la racine de ce mensonge essentiel, universel, hein, qui parcourt tout. Et alors, ces nouveaux dieux, ces nouveaux saints, aux martyrologes des modernes, des Kant, les Hegel, etc., vous nous montrez ce qu'on doit en penser, et tout, naturellement, notre Rousseau également, tout ce qu'ils ont produit, semé dans le monde, et dont nous voyons maintenant toute cette mauvaise herbe qui pousse dramatiquement. Donc un très très grand merci pour ce procès vigoureux et juste fait à cette dérive, c'est peut-être dans l'histoire, dans la racine même de tout ce mouvement, qui n'est pas seulement un avatar, un moment, une étape, mais qui est vraiment quelque chose de fondamental maintenant. Connaissez-vous le livre « La fin de la démocratie » de Buffin de Choiseul? Oui, tout à fait, je connais. Je pense que c'est un très bon livre. Vous savez, la démocratie, ma thèse, enfin mon avis, c'est que c'est quelque chose de très puissant, très très puissant. C'est un système d'une très grande cohérence, précisément parce que c'est une question métaphysique en fait. C'est la traduction en philosophie politique d'une métaphysique que je crois fausse, mais qui existe et qui a existé pendant des siècles. Alors, cette démocratie, on peut l'étudier sous de très nombreux angles différents et qui sont généralement complémentaires. Et donc il y a évidemment une littérature extrêmement abondante sur la démocratie. Alors moi, mon approche est exclusivement philosophique. C'est-à-dire que je me suis intéressé à l'histoire des idées. Aujourd'hui, dans ma petite communication, je vous ai un peu parlé de choses plus actuelles. Je parle assez peu d'actualité dans ce livre, parce qu'il est déjà assez épais comme ça. Mais bon, je parle quand même un peu de la mondialisation et de ces questions-là. Mais alors, le livre de M. Buffin de Choiseul est, je crois, plus appliqué sur le fonctionnement même de la démocratie, et c'est tout à fait complémentaire de ce que je dis. Il y a eu également beaucoup de livres sur l'influence des sociétés secrètes, de ce genre de choses, sont des choses réelles que je ne nie absolument pas, mais que je ne traite pas dans mon livre, on ne peut pas tout dire. Voyez. Je vous remercie de votre conférence, que je trouve très bonne. Mais à la place de la démocratie, qu'est-ce que vous mettez? Alors, si c'est une question de métaphysique, eh bien, quel est l'inverse de la métaphysique d'Épicure, je dirais? Alors, moi, vous voyez, j'ai fait quelques études de philosophie quand même, pour pouvoir vous parler. Et quand je suis arrivé à la Sorbonne, je pensais qu'il y avait beaucoup de philosophies différentes. Et de fait, dans vos études de philosophie, quand on fait des études, on en a tous fait au moins en terminale, si vous voulez. Eh bien, on vous fait étudier un auteur et puis un autre, et on ne cherche pas du tout à faire le lien ou une synthèse entre ces auteurs. Pourquoi? Parce que, dit-on, ce serait dénaturer en quelque sorte la pensée propre de chaque auteur, ce qui n'est pas faux, puisque un auteur a évidemment un corpus de doctrine qu'il met dans ses livres, et lui faire dire des choses de ses confrères, c'est un petit peu trahir sa pensée.
Mais en même temps, on est soi-même tous, moi, y compris moi, on est tributaire de l'enseignement qu'on a reçu, on est tributaire de ce qu'on a vécu, de son environnement, et donc il y a évidemment des influences. Et lorsqu'on fait l'histoire des idées, on est bien obligé de refaire les filiations intellectuelles. Alors, mon livre, j'ai eu quelques critiques, quelques compliments aussi, mais c'est un livre qui marche très bien. Pourquoi qui marche très bien? C'est-à-dire qu'il se vend bien pour un livre aussi lisible. Je vous suggère d'ailleurs de l'acheter parce que ça règle tous les problèmes de sommeil. Hein. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais dans ce livre, on m'a dit « mais vous ne faites que des citations ». Et de fait, il y a très peu de moi-même dans ce livre. Moi, j'ai fait simplement ce que je n'ai pas eu à la Sorbonne, c'est-à-dire une synthèse. Alors évidemment, je fais des rapprochements audacieux. Quand je dis Kant est épicurien, bah évidemment, tous les kantiens bontins vont dire « mais c'est pas vrai, Kant n'est pas épicurien ». Ce que je veux dire, et je le dis quand même avec les formes, c'est qu'il a eu l'influence de la philosophie kantienne, c'est qu'il a rendu hommage à Kant, c'est qu'il avait la même conception du monde que Kant, et non seulement au début de sa carrière, mais également à la fin. Car à la fin, Kant a fait publier par son ami Gensiden un petit opuscule, alors qu'il était vraiment au seuil de la mort, un petit opuscule sur les volcans lunaires, où il reprend toute la cosmogonie du traité du ciel. Donc ça prouve bien que toute sa vie, il a été en fait un épicurien qui se cachait. Parce qu'à l'époque, il fallait se cacher quand on était épicurien. Voyez, Gassendi, que vous connaissez sans doute hein, pour toutes ces théories sur les atomes, Gassendi avait 2 portraits d'Épicure. Il a fait plusieurs publications des textes et des extraits de textes d'Épicure que l'on pouvait retrouver. Et comme il avait peur de la censure, il faisait des découpages, il en brûlait certains, il les faisait relire par ses amis. Et, vous voyez, donc il y avait tout un travail intellectuel, un combat intellectuel. Alors, moi, mes études en Sorbonne, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas 3 philosophies, il n'y en a pas 3, il y en a 2. Vous avez la philosophie de l'être et la philosophie du mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les auteurs de philosophie de tous les temps, vous pouvez les raccrocher soit à une philosophie de l'être, des essences, d'un ordre de la nature, dont la plus grande figure est Aristote, évidemment, et est repris par saint Thomas, mais c'est ce qu'on a appelé la philosophia perennis. Cette philosophie a tenu le haut du pavé depuis Aristote, je dirais, jusqu'au 19e siècle, car beaucoup de philosophes étaient aristotéliciens encore à cette époque-là. L'autre philosophie, c'est la philosophie du mouvement. Mais vous en trouvez des traces dès les présocratiques, voyez, Empédocle, Anaximandre, tous ces philosophes-là disaient, bah oui, le monde arrive par hasard, hein, je n'ai pas eu le temps de vous parler de la notion du hasard, je vous ai à peine parlé de la notion de la liberté. Il est évident que dans la philosophie de Kant et dans la philosophie moderne, le hasard et la liberté, c'est la même chose quelque part. C'est ce qui fait qu'on peut faire ce qu'on veut. Vous voyez? Bon. Voilà, 68. Et donc, cette philosophie, elle a existé avant Aristote. Évidemment, il y a eu cette période de Saint-Albert-le-Grand, je dirais. Vous voyez, ce que Philippe Nemo appelle ce miracle de la révolution papale, où cette philosophie est devenue tellement inaudible qu'on a perdu les œuvres d'Épicure. Pour une raison très simple, c'est que les moines trouvaient que c'était plein de blasphème, ils ne la recopiaient pas. Et donc, au bout d'un moment, ça tombait en poussière. Et puis, ils se disaient, ah ouais, mais quand même, le poème de Lucrèce, c'est du beau latin, hein, c'est du beau latin, bah, je le recopie quand même. Et puis, c'est ressorti, vous voyez. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a 2 philosophies. Alors, me direz-vous, je réponds enfin à votre question. Quelle est l'alternative? L'alternative, c'est évidemment la philosophia perennis.
C'est évidemment une philosophie de l'ordre qui croirait aux essences. Alors, nous n'en sommes pas si loin, car aujourd'hui, tous les mouvements qui n'ont rien de chrétien d'ailleurs, mais de retour à la nature, de écologistes, de respect des choses, pour la biodiversité, quelque part recherchent ça. Ils se rendent bien compte que ce monde moderne consumériste a broyé le monde si riche, si merveilleux dont nous avions hérité. Alors, vous pourriez me dire, mais cher monsieur, rêvons. Et demain, pris de folie, Emmanuel Macron vous propose de devenir Premier ministre. Qu'est-ce que vous allez faire? Difficile, voyez. Mais plus sérieusement, j'ai eu des conversations avec certains hommes politiques qui ne sont pas complètement à gauche, et pour parler un peu de leur programme, voyez. Eh bien, je ne suis pas parvenu à faire passer mon message essentiel, qui est de dire il y a un ordre dans la nature. Et ce concept d'ordre de la nature est un concept politique et un concept d'une très grande puissance. Et ayez le courage de le défendre. Et celui qui aura le courage de défendre ce concept d'ordre de la nature gagnera. Je n'ai pas été suivi parce qu'aujourd'hui, c'est devenu inaudible. Quand si vous parlez d'ordre de la nature, tout le monde pense que vous êtes contre l'homosexualité, ce qui n'est pas faux. Vous voyez ? Et donc, évidemment, on dit que vous ne pouvez pas avoir un discours politique. Je me suis, en vous écoutant, je ne pouvais pas ne pas penser à mon domaine d'intervention demain sur l'islam. Donc, au vu de ce qui se passe dans le monde musulman, notamment la réislamisation extraordinaire à laquelle on assiste aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas y voir, peut-être il y a d'autres cultures aussi où ce genre d'attitude peut émerger, je ne sais pas, en tout cas pour l'islam, est-ce que ça ne serait pas une forme de résistance à la démocratie et puis, par ailleurs, toujours par rapport à l'islam, est-ce que vous ne croyez pas que l'islam se sert de nos valeurs, entre guillemets, démocratiques pour avancer aussi dans son projet de domination? Alors, chère madame, vous parlez d'or, parce que figurez-vous que mon livre est lu et commenté sur des sites islamistes. Et c'est très logique. Parce que, comme vous dites, l'islam est une religion que, pour ma part, je juge bien sévèrement et qui, je crois, est assez peu sophistiquée, mais par rapport au catholicisme. Mais je pense qu'il y a dans l'islam des grandes vérités qui sont proches des vérités naturelles et que l'islam défend avec la vigueur qui le caractérise. Voyez. Et donc aujourd'hui, il n'est pas fortuit que, par exemple, les islamistes sont des ennemis officiellement, par exemple, de l'homosexualité, qu'ils considèrent être quelque chose de très contraire à l'ordre de la nature. Et donc, en cela, ils sont oui, c'est une force de résistance à la démocratie. Et d'ailleurs, les relations qu'entretient la démocratie avec l'islam sont très complexes. Vous voyez, vous devez les connaître bien mieux que moi. Mais la politique américaine au Moyen-Orient est évidemment très embrouillée. Et elle consiste essentiellement à dresser les uns contre les autres, à soutenir tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est d'ailleurs un juste retour des choses, puisque vous savez que Xerxès
montaient les Grecs les uns contre les autres pendant la guerre du Péloponnèse. Donc c'est un juste retour de l'histoire. Mais oui, l'islam, qui s'est figé dans une vérité écrite que je qualifierais de rustique, peut être une force de résistance à la démocratie. Alors me direz-vous, pourquoi donc parle-t-on de votre livre sur des sites islamistes? Eh bien précisément parce que l'islam est très inquiète de la démocratie. Et je pense que les frères musulmans et tout cela sentent bien le danger. La démocratie, je l'ai dit, est un mouvement très fort, très puissant, et donc qui est susceptible de renverser l'islam. Et les islamistes le savent bien. Et donc, ce que disent les islamistes sur leur site, c'est qu'ils disent, bah, voyez, regardez Maxence Eckart, qui est un chrétien, eh bien, il explique que le christianisme s'est fait renverser par la démocratie. Donc, faites bien attention, car la démocratie est dangereuse pour vous, et ils n'ont pas tort. Alors, est-ce que les islamistes utilisent la démocratie? Oui, bien sûr, puisque la démocratie, je vous l'ai dit, ne croit pas à la vérité. Elle ne croit pas aux essences, elle ne croit pas à l'ordre, elle ne croit qu'au mouvement, elle ne croit qu'au choc, elle ne croit qu'au mélange. Et donc, par définition, les démocrates, ce sont eux qui ont fait venir tous ces musulmans en Europe, au nom du progrès, au nom de l'enrichissement physique, génétique et culturel, et évidemment, et électoral. Et donc, évidemment, qu'ils jouent de cela. Et vous avez vu cette polémique de cette semaine entre M. Zemmour et Mme Si, au sujet de son prénom, là, donc, que je n'ai pas retenu justement, parce que sans doute que je suis insuffisamment cultivé, mais sur les nouveaux prénoms français. Mais vous voyez, donc, elle dit, moi je suis une fille de la République, et donc je défends la République. Et je me bats pour qu'on respecte mon prénom qui est d'origine africaine au nom de la République. Mais elle a parfaitement raison. Et ça prouve que notre système éducatif, au moins sur ce point-là, est un succès complet.